Le capitalisme veut créer des marchés et le wokisme est parfait pour ça. On va avoir des clients, ou plutôt on va dire des patients à vie, qui vont devoir prendre des traitements hormonaux, subir des chirurgies. On va avoir une société ultra fragmentée avec justement des femmes seules parce que l'homme est devenu indésirable, double loyer, double assurance, 2 voitures, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus de consommation. Alors on a tout intérêt à fragmenter la société de cette manière-là. Ce n'est pas que les médias qui ont joué un rôle, c'est aussi les grandes fondations comme la fondation Ford ou celle de George Soros. Des fondations qui mettent un paquet d'argent pour financer des petites causes. C'est ce qu'on appelle le philanthrocapitalisme. On a des non-élus, ils ont en général leur fondation aux États-Unis, ils vont donner de l'argent en France, ils vont donner de l'argent en Suisse, en Belgique, partout. Ils ont une énorme influence. Alors là, on ne parle plus du tout de politique, on est au-dessus. Et pourtant, justement, ça va descendre dans toutes les couches de la société et influencer concrètement les décisions qui sont prises. Sans ces fondations, le wokisme serait resté quelque chose de beaucoup plus anecdotique et donc qui nous impacterait moins aujourd'hui. Qui se trouve à la tête de ces fondations ? Ah bah, tiens, de nouveau, des méchants hommes blancs, hétéros, cisgenres. On ne les critique pas. On ne mord pas la main qui nous nourrit. Donc, œillère, on occulte ça. Et si c'était le tour le plus habile du patriarcat. Partant de ce postulat, on pourrait aussi voir que dans l'émancipation de la femme jusqu'au point où on a une marchandisation du corps de la femme, qui a y gagné réellement ? Des hommes. Parce qu'ils vont exploiter ses corps. Si on prend par exemple le fondateur d'OnlyFans, il génère des revenus colossaux. Il utilise donc le corps des femmes pour s'enrichir. Et puis, si on prend le marché de la prostitution, le client, c'est l'homme. Donc, c'est lui qui a tout à y gagner, que les femmes fassent leur empowerment en prenant justement le pouvoir sur leur corps et en ayant le droit d'utiliser leur corps comme une marchandise. Mais moi, je ne vois absolument pas ça comme un progrès pour les femmes. Léna Ray, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de te recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Alors avant de commencer, je rappelle à nos auditeurs de ne pas oublier de s'abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos actualités. C'est gratuit et ça nous aide énormément. Suivez-nous aussi sur nos autres canaux, Instagram, Substack ou Spotify. Merci beaucoup pour votre soutien. Alors maintenant, Léna Ray, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement ? Oui, alors j'aime bien me présenter comme une journaliste défroquée parce que j'avais perdu foi en la profession. Je l'ai quittée pendant longtemps pour aller explorer d'autres domaines comme celui de la police. Ça a été un passage très formateur pour moi. Puis ensuite, je suis restée un peu dans ce monde de la sécurité où j'ai suivi une formation, un master en sécurité globale et résolution des conflits. Et j'ai exploré les études genre aussi. Et finalement, un peu avec tout ce bagage, je suis refroquée. Je suis revenue à l'écriture. Les médias m'ont accueillie, des médias plus alternatifs, on va dire, avec la possibilité d'écrire vraiment ce que je pensais, sans filtre. Et ces articles m'ont mené à l'écriture d'un livre. Donc voilà pour la partie professionnelle de qui je suis. Et puis sinon, je suis une femme, je suis une mère. C'est aussi l'autre aspect de ma personne. Et donc tu as publié récemment effectivement le livre Dewoks. Pourquoi écrire ce livre ? Parce que c'était un besoin pour moi d'amener une autre voix. D'ailleurs, c'est le nom de la maison d'édition qui m'a signé. Mais j'ai l'impression que la société est tellement divisée maintenant. Les hommes et les femmes sont séparés, ne communiquent plus. Il y a une vraie perte de repères, un besoin de se retrouver et un besoin de comprendre ce qu'est ce wokisme. Donc ce livre, Dewoks, c'est 21 réflexions pour se détoxifier du wokisme. Donc l'approche est un peu originale. C'est pas juste un livre qui dénonce le wokisme, comme on en a vu d'autres, qui énumère un peu où on trouve du wokisme. Alors bien sûr, je le fais aussi, c'est important de resituer de quoi on parle, mais après, j'amène 21 réflexions, on va dire 21 jours de détox, pour aller explorer un peu plus profondément notre manière de fonctionner, pourquoi est-ce que les woke sont woke, comment leur répondre, comment avancer, comment se retrouver, toujours avec bienveillance, avec de l'humour si possible, parce qu'on en a besoin, et de trouver le moyen, voilà, de se faire du bien, parce que c'est pas une société qui
qui nous aident vraiment au bien-être psychologique et émotionnel. Le terme d'ailleurs lui-même, wokisme, est polémique, c'est-à-dire que, en tout cas ceux qui sont dans certains mouvements qu'on pourrait qualifier de woke aujourd'hui, considèrent que c'est un terme utilisé par l'extrême droite ou les opposants, ou leurs opposants. Que penses-tu de cela ? Je pense qu'il ne faut pas oublier que le terme a été utilisé par les militants eux-mêmes au début. Alors, se dire woke, c'était de dénoncer les injustices raciales au début, et puis il a évolué, il a muté un peu comme un virus, finalement parce qu'on arrive maintenant à quelque chose qui est non identifiable dans la cause elle-même. C'est-à-dire qu'il y a tellement de petites causes qui sont venues faire une coalition que cette hydre, parce que j'aime le décrire comme ça, ne reconnaît même plus certaines de ses têtes. On a vraiment des problèmes à l'intérieur du wokisme. Si on prend rien que les lettres LGBT, maintenant, on peut voir aussi des tensions entre le G et le T. Donc, le wokisme, oui, c'est vrai, on a fait une coalition de causes, mais c'est pas les opposants qui l'ont créée, c'est les militants eux-mêmes. Ils se sont dit, allez, on va mettre les femmes ensemble, avec les trans ensemble, et puis les causes, la lutte pour l'égalité raciale aussi. Et puis ça donne comme ça cette espèce de masse qui semble indéfinissable, mais le terme wokisme reste quand même pertinent, parce que malgré tout, on voit une cohérence dedans. C'est une cohérence de lutte progressiste qu'on peut classer comme lutte pour la justice sociale, les social justice warriors, comme on les appelle aussi. Et voilà, je dirais ça aux personnes qui renient le mot wokisme. Ce n'est pas les opposants qui l'ont créé, ce n'est pas l'extrême droite qui l'a créé, c'est les militants eux-mêmes. Et donc ce terme justement aujourd'hui recouvre quoi concrètement ? Parce que tu parles d'une myriade de mouvements ou de tendances, mais concrètement, qu'est-ce que ça représente ? C'est la lutte des opprimés contre les oppresseurs. Ce qui serait une bonne chose au fond, non ? À la base, oui. Si on ne se contentait pas de dénoncer des problèmes avec un coupable de base qui est toujours l'homme blanc, hétéro, cisgenre, le patriarcat. C'est un peu toujours le même coupable désigné, qu'on parle d'inégalité de genre, qu'on parle d'inégalité entre les races. D'ailleurs, pourquoi vouloir toujours parler de race ? C'est pour ça que des fois j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus raciste qu'un antiraciste, parce qu'il classe tout par catégorie. Donc on ne peut pas juste être un être humain, on est forcément ce que notre image renvoie. Alors je suis une femme de couleur et je dois me limiter à ça. Est-ce que c'est ça qui définit la personne que je suis ? Je crois pas. Donc je pense que c'est très réducteur au final, mais que oui, de base, vouloir lutter contre l'oppression si elle était réelle, si on peut vraiment dire qu'en Occident, il y a des gens qui sont totalement oppressés, ça serait bien. Par exemple, les luttes pour reconnaître le droit des personnes noires, Martin Luther King par exemple, là il y avait quand même quelque chose de positif dans la reconnaissance de droits moindres pour ces populations, quoi. Ah, totalement. Alors là, je ne le renie pas. C'est vrai qu'à la base, le wokisme, c'était bien. Ce qu'on en a fait aujourd'hui et la manière dont on l'a importé en Europe, non. Et quand on parle justement de développement de ce mouvement, est-ce que c'est pas juste une espèce de construction médiatique qui représente finalement assez peu de monde ? Puisque j'ai l'impression, par exemple, dans la campagne vaudoise, quand on va dans un village, je ne sais pas, Épalinges ou même au-delà, Luçon ou autre, finalement, ça n'a pas beaucoup de prégnance, quoi. À mon avis, ça tend à changer, même dans la campagne vaudoise, comme tu dis. C'est parce que c'est imposé par le haut. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une minorité, et c'est le cas. Mais elle est ultra visible. C'est vrai que les médias donnent une caisse de résonance énorme à ces petites causes. Mais quand je dis que c'est imposé par le haut, c'est que, par exemple, tous les départements de l'instruction publique ont, dans leur programme, des cours qui viennent planter la petite graine du wokisme dans la tête des enfants. Donc peut-être que certains parents ne s'en sont pas encore rendus compte aujourd'hui. Ça fait quelques années qu'on est parti dans cette direction, mais à un moment donné, ils vont aussi être touchés puisque ça va passer par leurs enfants. Alors c'est clair que dans les villes, on a été plus rapidement contaminés par ce virus-là, mais c'est vraiment en train de se répandre. Et contrairement à ce que certaines personnes pensent, en disant « oui, mais aux États-Unis, on est en train de voir une régression du wokisme », ici, on voit plutôt une progression,
puisqu'on va vouloir absolument lutter contre les décisions qui sont prises par Donald Trump, en se disant « le méchant fait ça, bon alors nous on va être encore plus progressistes ». Et tu parles d'exemples dans l'éducation publique, est-ce que tu peux préciser un peu exactement Oui, alors dans mon livre, je reprends une directive qui m'a été fournie par des enseignants qui montre clairement comment réagir en tant qu'enseignant face à un élève qui se dirait né dans le mauvais corps. Donc on va prendre un exemple au hasard, une jeune fille qui s'appelle Margot, qui a 13 ans et qui arrive à l'école en disant « Bon, en fait, moi je me ressens comme étant Jean-Charles et j'aimerais qu'on m'appelle comme ça à l'école ». Eh bien, l'enseignant n'est même pas tenu d'en informer les parents. Bien sûr que dans l'idéal, c'est vers ça qu'ils tendent, mais si on sent qu'il n'y a pas de possibilité de dialogue avec les parents, qu'il n'y a pas de collaboration des parents, eh bien, l'enfant sera quand même appelé avec le prénom qu'il a choisi, genré de la façon dont il a choisi, même en tant que mineur. Et on va même jusqu'à dire aux enseignants que s'il n'y a pas de coopération des parents, on peut aller plus loin jusqu'à une dénonciation. C'est un exemple. L'autre exemple passe par les cours d'éducation sexuelle où même si quand on pose la question à ces départements de dire oui, qu'est-ce qu'il y a exactement dans votre programme, on va essayer de nous rassurer sans nous donner clairement la précision, alors que ces cours sont obligatoires. On n'est même plus informé de la date, alors que par le passé c'était le cas. On nous disait voilà, si vous voulez pas que votre enfant assiste, ça sera tel jour à telle heure, et votre enfant peut manquer cette heure-là. Aujourd'hui, donc c'est obligatoire, et dans ces cours, quand on pose réellement la question aux enfants, qu'est-ce qu'on t'a raconté ? Régulièrement, on entend, et même chez des enfants de 10 ans, « Ah oui, mais on m'a dit que j'avais le droit de remettre en question mon identité de genre. » Alors, ils le disent avec des termes un peu plus simples, mais c'est ce que ça veut dire. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire avec ces enfants qui sont à un âge jeune, qui ressentent vraiment un problème identitaire, quoi. Parce que finalement, il y a bien quelque chose à faire pour les prendre en charge ou reconnaître ce problème-là, j'imagine. Alors, la dysphorie de genre touche une minorité d'enfants et se déclare très tôt. Ça va être vers 3-4 ans qu'on va avoir les premiers signes. Et bien sûr que ces enfants méritent d'avoir un accompagnement parce qu'on ne va pas les laisser souffrir. Il faut qu'ils puissent eux-mêmes comprendre ce qu'ils ont. Ça, je pense que personne ne le reniera si vous parlez, si tu parles avec des psychologues, avec des experts, des pédopsychiatres, tous vont dire la même chose. Simplement que maintenant, à cause des réseaux sociaux, justement, et de ces caisses de résonance que le wokisme a, eh bien, on se retrouve avec des enfants qui sont au courant de ça, alors qu'ils ne sont à la base pas concernés. Et c'est pour ça qu'on va avoir ce genre de questionnements tardifs qui vont venir entre 10 et 15 ans, avec ces jeunes qui disent « Ah en fait, non, je me rends compte que je ne suis pas dans le bon corps et il faut corriger ça ». Et ça, c'est problématique parce qu'on a vraiment une augmentation chaque année, on voit les chiffres et on est très loin des chiffres normaux de la dysphorie de genre. Qui sont ? Tu les as ? Je n'ai pas la statistique exacte, mais je sais que vraiment c'est ultra minoritaire. Il faudrait poser la question à des professionnels de la santé mentale. Par rapport à la communication qui se fait dans les écoles, j'ai un exemple parmi mes connaissances il y a quelque temps. Ils ont décidé chez les professeurs de changer la fête des mères, la fête des pères en la fête des gens qu'on aime. Et puis il y a une réaction épidermique chez les parents, etc. Alors que en fait le but de cette initiative c'était de pas défavoriser les enfants qui avaient perdu un père ou une mère, mais ça a été pris du côté woke et puis ça a été tourné en mayonnaise. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a une réaction épidermique générale un peu à ce phénomène qui est peut-être injustifiée ? Quand on pousse le curseur trop loin, souvent la réaction va être plus extrême. C'est comme quand le féminisme s'est trop radicalisé, on a vu la montée du masculinisme. Quand le masculinisme devient trop violent, on a aussi une réponse. Et c'est toujours comme ça, en fait. On n'arrive pas à trouver l'équilibre. Alors, je veux bien que peut-être les parents ont surréagi dans ce cas-là. Mais c'est aussi parce qu'ils ont des raisons d'avoir surréagi. Parce que par ailleurs, on a imposé des choses qui n'étaient pas normales. Donc peut-être que si chacun apprenait à être un peu plus mesuré dans son approche, on obtiendrait moins de réactions comme celle-ci. Et la question aussi que ça pose, c'est peut-être que c'est aussi un symptôme, le wokisme. C'est-à-dire que c'est le symptôme d'un mal plus profond sociétal, qui serait un manque affectif, identitaire, manque de relations sociales, qui serait lié plutôt à une cause systémique, les réseaux sociaux,
la société en général, plutôt qu'un problème individuel au final. On est dans une société qui va mal. Ça, c'est sûr que je pense que le wokisme a trouvé aussi ce terrain-là parce qu'il peut se développer dans une société qui est malade et il vient combler un vide notamment spirituel, effectivement un vide relationnel. On ne se rencontre plus, on ne s'aime plus soi-même, on n'aime plus les autres, on ne se parle plus. Et c'est sûr que plus on a des individus isolés, plus le wokisme peut s'implanter parce qu'il vient réellement remplir quelque chose. Alors si on parle de la spiritualité ou de la religion, c'est vrai qu'à une époque, la religion prenait une importante place dans le cœur, dans la vie des gens. Et puis maintenant qu'on a laissé le vide, eh bien, en réalité, on n'a jamais le vide. La nature a horreur de ça, donc elle vient combler avec quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être n'importe quoi. Ici, c'est le wokisme. Oui, ça peut être la science, ça peut être d'autres types d'idéologies, oui. La nation. Et effectivement, la question aussi qui se pose, je pense, avec ce mouvement, ces tendances, c'est aussi une remise en question radicale de la biologie. On parle de différence entre biologie et genre. Alors pour toi, comment tu lis cela? La différence entre biologie et genre. Alors, le fait de renier la biologie, je trouve ça assez grave parce que c'est nier le réel. Il y a une réalité biologique qu'on ne peut pas normalement nier. Ça fait peu de temps qu'on le fait. À la base, il y avait un homme, une femme, avec des chromosomes XX ou XY, et c'est ça qui allait révéler ce qu'on est au niveau de notre identité sexuelle, après avec des attributs physiques qui le confirment. Maintenant, on peut modifier son apparence physique, on peut prendre des hormones, subir une chirurgie, mais il faut savoir que même avec la prise d'hormones, on ne va pas changer ses chromosomes. Ça ne peut pas changer. Oui, tu dis même d'ailleurs que si une personne transgenre subit une transition complète, donc chirurgicale, hormonale, son patrimoine génétique reste celui de son sexe biologique. Ce que je ne savais pas, personnellement. Très bien. Alors, contente d'avoir appris quelque chose. Oui, non, ça ne changera jamais. Et c'est important de le dire parce que je pense que certaines personnes considèrent, oui, qu'une fois que la transition est complète, je suis vraiment un homme, je suis vraiment une femme. Mais la médecine est obligée d'en tenir compte, de tenir compte de la biologie de base de la personne. Donc quand un médecin reçoit une personne trans dans son cabinet, il va avoir besoin de lui poser la question. C'est-à-dire que s'il se rend compte qu'il a affaire à une personne transgenre, pour pouvoir lui donner le traitement approprié, il a besoin parfois de connaître ce facteur-là, mais on va lui dire « Ah, mais c'est transphobe de me poser la question, je suis complètement aligné maintenant ». Non, c'est pas transphobe, c'est plutôt pour aider la personne. Et même là-dedans, et ça je l'ai appris en études genre, on ne tient pas encore suffisamment compte de ces différences biologiques dans la médecine. C'est-à-dire que les dosages, la posologie des médicaments n'est pas toujours adaptée. Et que la plupart du temps, les tests sont faits sur des hommes, mais une femme avec un poids plus léger aurait besoin qu'on adapte le traitement et ça n'est pas systématiquement fait. Donc poser la question à quelqu'un de son sexe biologique, ça reste important et il ne faut pas le nier et il n'y a rien de transphobe là-dedans. Mais pour autant, on peut imaginer que des personnes se sentent plus hommes ou femmes selon leur sexe. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un homme plus féminin, par exemple. Ça j'imagine, toujours exister, ou une femme plus masculine. Ce qui est pour le coup aussi la question du genre, entre guillemets, quoi. Donc c'est quand même une réalité, une construction sociale de l'identité homme-femme. Est-ce que c'est vraiment une construction sociale ? Parce qu'on remarque des différences dans la prime enfance, chez les bébés, au niveau des préférences, des comportements. Et on ne peut pas dire que c'est une construction. Dès les premiers mois, personnellement, j'ai une petite fille qui va faire des gestes comme ça. J'ai jamais vu un petit garçon le faire. Et moi, je le fais pas non plus, ce geste-là. Donc, c'est pas quelque chose qu'elle a mimé, c'est inné. Pourquoi est-ce qu'elle va préférer des poupées ? Voilà, c'est pas parce qu'on lui donne que des poupées. Elle a aussi des voitures. Je veux dire, on peut effectivement modifier certains paramètres, mais ça serait comme prétendre, par exemple, que élever un pingouin avec des moineaux, ça va faire que le pingouin va voler. Non, ça ne va pas changer. Donc, je pense que oui, il y a une partie construction, mais il y a aussi une partie d'inné. Et il y a des petites filles qui vont être des garçons manqués
Ça a toujours existé, oui, qui vont préférer avoir des pantalons larges, troués, parce qu'elles vont barouder à droite à gauche, grimper dans les arbres, et personne ne les en empêche. Et c'est pas pour autant qu'elles doivent absolument transitionner. Et concrètement, pour les gens qui aujourd'hui, par exemple, seraient dans une situation où ils se poseraient des questions pour X raisons, que ce soit le contexte familial, social, etc., je dirais, il y a quelques années encore, il y avait un suivi qui leur était proposé, un suivi psychologique, etc. Et aujourd'hui, ce suivi-là a tendance à ne plus être mis en place parce que ça serait contraindre la personne à revenir dans une case qu'elle ne veut pas être. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Oui, et je pense qu'il y a un paradoxe aussi là-dedans. C'est vrai qu'à la base, on allait essayer de suivre la personne et maintenant, on a juste en fait cette espèce de sésame qui est donné par un psychologue. Les consultations sont obligatoires au début, mais après, une fois que la personne est reconnue comme souffrant de dysphorie, ayant besoin justement de partir dans une transition de genre, là, non, le suivi peut s'arrêter parce que la personne dit se sentir mieux une fois qu'elle a commencé sa transition. Je pense que c'est dangereux parce que c'est renier les autres troubles concomitants qu'on observe la plupart du temps. Et une personne qui va transitionner peut avoir déjà un terrain, une fragilité de base qu'on va totalement occulter. Je pense qu'aujourd'hui, on va un peu vite et qu'on délivre l'autorisation d'aller plus loin et de commencer le traitement hormonal un peu rapidement. Oui, surtout que ces traitements-là ont des conséquences potentielles, notamment sur la fertilité, qui peuvent être importants. Et ça, j'imagine aussi que l'information sur toutes les conséquences possibles n'est pas toujours disponible ou donnée aux personnes qui souhaitent aller dans cette direction. Pas suffisamment. On parle normalement de consentement éclairé, mais là, je pense qu'on ne peut pas utiliser ces mots-là. Souvent aussi parce que la personne a tellement envie d'aller rapidement. La personne arrive déjà avec son diagnostic, en fait. C'est pas on va chez le psychologue et on essaye de comprendre ce qu'on a pour finir par se rendre compte qu'en fait, on souffre d'un burn-out, qu'on souffre de stress post-traumatique. Non, là, on arrive et on dit, voilà, mon problème, c'est ça. C'est que je suis née dans le mauvais corps. Je veux que maintenant, vous puissiez m'adresser à un endocrinologue. Donc, on veut absolument aller vite. Alors, on n'est pas prêt à entendre une quelconque remise en question de ce dont on pourrait souffrir. Là, on observe maintenant justement des jeunes qui sont pleins de certitudes et qui s'en fichent des conséquences. En fait, on n'y pense pas et on en parle très peu. On entend parfois dire que de prendre un traitement hormonal pourrait réduire l'espérance de vie. Mais on ne l'entend pas souvent. Alors concrètement, de combien on réduit l'espérance de vie, je ne saurais pas vous dire. Et je ne sais même pas si on a suffisamment de recul. Mais en tout cas, qu'il y a des conséquences sur la santé, clairement. Et c'est vrai que c'est difficile à aussi voir les conséquences à long terme, puisque finalement ces traitements-là sont assez récents. C'est-à-dire qu'avant, il y a quelques années encore, on n'utilisait pas ça pour... Enfin, ces hormones-là n'étaient pas utilisées pour une transition de genre. Donc effectivement, les conséquences à 10-15 ans sont encore à étudier, quoi. Oui, et rien que les conséquences de la pilule, on a pu observer maintenant des cas graves de jeunes filles qui décédaient subitement à cause d'un traitement hormonal, la pilule contraceptive. Alors oui, il faut des fois laisser le temps à un traitement avant de pouvoir se rendre compte des effets délétères et pas se précipiter dessus dès sa sortie. Alors puisque tu parles de la pilule, justement, c'est un sujet intéressant. Qu'est-ce que tu penses de ça, de la pilule contraceptive? C'est présenté comme une grande avancée pour l'émancipation féminine. Qu'est-ce que tu en penses en tant que femme aussi, évidemment? Je pense que c'est une solution simpliste et qu'on a toujours tendance à aller vers le plus simple aujourd'hui. Alors qu'avant, les femmes avaient des rapports aussi, pas toujours dans le but de procréer, et elles réussissaient à ne pas tomber enceinte systématiquement. Il y avait différentes méthodes et on connaissait mieux son corps. Et c'est ça aujourd'hui que je déplore, c'est qu'on ne se connaît plus du tout. Et même son corps, on ne le connaît pas. Dans le fonctionnement du cycle de la femme, on peut observer des variations de température, différentes variations que je ne vais pas détailler ici, qui permettent de savoir où on en est dans son cycle et à quel moment on a des jours qui sont dangereux. Donc aujourd'hui, on est aidé par la technologie, on a même des applications dans lesquelles on peut rentrer ces paramètres et cette application va nous dire à quelle date on devrait faire attention. Alors on peut tout à fait se passer de la pilule sans avoir plus d'accidents parce que de toute façon même la pilule n'est pas fiable à 100%.
Ces méthodes-là ne sont pas fiables à 100%, comme le préservatif ne l'est pas non plus. Je dirais plutôt qu'aujourd'hui, j'inviterais les jeunes filles à s'approprier leur cycle, à connaître leur corps, et ça fait partie de leur pouvoir féminin. Et c'est bien plus intéressant et moins néfaste pour la santé. Donc la pilule, je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même une montée de témoignages, même sur les réseaux sociaux, de jeunes filles qui disent « Ah, moi, j'en prends plus. Je veux plus faire subir ça à mon corps, leur donner ce traitement hormonal. Je remarque des effets secondaires. » Et si on s'éloigne des jeunes filles et qu'on prend celles qui ont passé la quarantaine, on entend de plus en plus de femmes qui disent « Je ne supporte plus. En fait, mon corps me dit stop. Ça fait 25 ans que je suis sous pilule. Maintenant, c'est terminé. » Et c'est aussi finalement, la question se pose de dire, mais est-ce qu'il y a, pourquoi ce seraient les femmes qui devraient prendre la pilule et pourquoi il n'y a pas un équivalent pour les hommes? Là aussi, en termes d'égalité, finalement, les hommes n'ont pas de moyens de contraception, à part le préservatif et différentes autres interventions possibles, mais il n'y a pas c'est toujours la femme qui prend la contraception, quoi, finalement. Donc il y a une inégalité là. De moins en moins, justement, si on arrête de prendre la pilule, on parle quand même beaucoup de vasectomie, qui est parfois pour enlever cette charge à la femme, mais parfois aussi, et ça c'est une autre dérive de cette société, pour se stériliser avant même d'avoir eu des enfants. Vraiment, c'est un autre problème, mais on va dire, et ça c'est une démarche assez woke justement, de dire l'humain est un parasite pour la planète, alors il ne faut pas faire d'enfants, donc je me stérilise à 20 ans. Hommes et femmes confondus. Quitte à regretter 10 ans après. Voilà. Par rapport à la pilule du lendemain, est-ce que là, c'est pas une valve de sécurité peut-être aussi pour les femmes qui auraient été violées ou j'en sais rien, qui voudraient pouvoir s'assurer de ne pas tomber enceinte? Oui, il faut pas enlever tout ce qui existe. Je ne dis pas que tout ce qui est hormonal est systématiquement mauvais, mais c'est à prendre avec précaution. Alors, pourquoi pas la pilule du lendemain, mais certaines filles, je le sais de sources médicales, ont tendance à utiliser la pilule du lendemain comme un moyen de contraception. C'est-à-dire qu'elles ne font jamais attention et elles vont aller prendre la pilule du lendemain. On a même des jeunes filles qui vont utiliser l'avortement de cette manière-là et en subir 15, 20 dans leur vie. Là, on a un problème, c'est de ne pas se responsabiliser. Et c'est important quand je parle de connaître son corps, de se connaître soi, ça en fait partie. Et de ne pas être dans une société irresponsable. D'autant que la pilule du lendemain, alors là pour avoir des témoignages aussi personnels, c'est aussi une espèce de choc hormonal ultra violent qui fait que ça peut avoir des conséquences physiques à potentiellement assez long terme quand même, avec un chamboulement de la personnalité, enfin différents types de dérèglements, donc c'est pas anodin non plus non, du de tout. prendre ça, quoi. Et ça perturbe le cycle après, donc oui, on voit bien que c'est un shoot hormonal puissant. Au final, ces réflexions sur les questions de genre, alors elles sont marquées aujourd'hui par ces tendances, certes un peu idéologiques, mais est-ce que c'est pas aussi l'idée que l'être humain, certes, a une biologie, mais ne se réduit pas à elle? Dans les traditions un peu anciennes, on avait la notion d'âme et d'esprit, qui finalement différenciait aussi l'être humain à un autre niveau que sa biologie. Est-ce que les mouvements aujourd'hui, qu'on peut qualifier de woke, effectivement, ne cherchent pas aussi, vont pas dans ce sens d'une émancipation de la biologie, qui dans ce sens pourrait être vue comme assez positive, puisque la biologie a aussi peut-être des limitations desquelles on aimerait se détacher. Est-ce qu'on peut vraiment se détacher de ces limitations? Est-ce que ça sert à quelque chose? Je prends l'exemple d'une personne en situation de handicap, quelqu'un qui ne peut pas faire l'usage de ses jambes. Est-ce qu'il doit renier ça et dire « Ah non, mais moi, je renie mon corps n'existe pas parce que je n'accepte pas cette limitation ». Il veut fuir vers où? Vers quelle est la voie de cette émancipation? Avant de fuir quelque part, il faudrait peut-être d'abord savoir où on va. Et ça, je ne le vois pas dans le wokisme. Il n'y a pas de direction. Donc, nier l'âme, nier l'esprit et n'être... qu'un ego, finalement, puisqu'on renie le corps aussi. Donc l'ego qui dit moi, et après moi le déluge. Et on est peut-être là-dedans, dans une société ultra égoïste, et que je ne vois pas la bienveillance là-dedans, je ne vois pas l'émancipation et le progrès là-dedans. Alors oui, on est dans un progressisme, mais qui n'est pas un progrès, qui n'amène pas vers quelque chose de mieux. Est-ce que les personnes woke sont plus heureuses? Non. Donc, si ça n'amène pas le bonheur, c'est que ça n'est pas la solution.
Bon, au niveau individuel, peut-être qu'il y en a qui sont plus heureuses. Ah, ça serait à vérifier parce que ces personnes se définissent beaucoup par leurs cicatrices. Elles ont une position de victime qu'elles ne sont pas prêtes à quitter. Quand on est ultra dans la revendication woke, on n'est pas du tout dans le « regardez comme je vais bien, je suis tellement épanouie ». Si on est épanoui, pourquoi est-ce qu'on va aller taper sur les autres ? Si je suis à l'aise dans mon identité de femme, pourquoi est-ce que je vais commencer à m'attaquer et m'en prendre aux hommes en disant « vous êtes tous des agresseurs ». C'est que j'ai un problème avec ça. Donc je pense qu'on est toujours en train de rejeter la faute sur l'autre plutôt que de voir ce qu'on a à l'intérieur. Et de renier tout ça, en fait, c'est un peu comme de dire rien n'existe, alors que si on prend notre corps comme un véhicule, pourquoi pas, faisons cette comparaison-là. Donc j'ai quand même un esprit qui habite dans ce corps. Ce corps est mon véhicule, j'en aurai un seul pour toute ma vie. Je peux changer la couleur, je peux changer les pneus, mais je ne vais pas changer le châssis. La base va rester la même, alors autant l'accepter. L'accepter tout en pouvant penser que effectivement l'âme ou l'esprit peut avoir une nature individuelle qui... Parce que toute la question, c'est quelle est la corrélation entre l'esprit et le corps ? Est-ce que le corps détermine absolument entièrement toute la nature ou la complexité de l'esprit individuel humain ? C'est ça aussi la question qui se pose philosophiquement. Le corps ne détermine pas tout, on est d'accord, mais il va quand même avoir une influence. Je suis une femme, mais j'aime certains domaines masculins. La police, l'armée. Est-ce que quelque chose m'en empêche ? Pas du tout. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas une femme. Donc j'ai le droit d'aimer des choses qui, à la base, étaient plutôt réservées à l'autre sexe. Tout comme un homme peut très bien être coiffeur. Je ne vois pas où est le problème. D'ailleurs, si on prend ces métiers qu'on se représente comme étant féminins, par exemple couturier, les plus grands couturiers sont des hommes. Donc il n'y a pas de limite. On peut très bien aller vers ce qu'on aime sans se dire « Ah, mais c'est qu'il y a un problème, en fait, je ne suis pas dans le bon corps ». Non, le corps existe, il faut faire avec. Et je dirais qu'aujourd'hui, le chemin vers la vraie émancipation, c'est ça, c'est de composer avec ce qu'on a pour aller vers l'aboutissement et vers le bonheur, ce qui va nous permettre justement d'être heureux. Dans ton livre, tu parles de l'apotemnophilie, ce que je ne connaissais pas. Donc, est-ce que tu peux dire qu'est-ce que c'est concrètement et pourquoi tu en parlais, tu le mentionnais dans ton ouvrage ? L'apotemnophilie, c'est un trouble de personnes qui sont en bonne santé physique qui déclarent que l'un de leurs membres, bras ou jambes, ne leur appartient pas. Alors, on a pu observer qu'il y a certains déséquilibres au niveau neurologique, il y a des différences dans le cerveau de ces personnes-là qui pourraient expliquer pourquoi elles sont atteintes de ce trouble. Mais on continue à appeler ça un trouble. Donc là, on voit des médecins qui reçoivent des gens qui souffrent d'apotemnophilie et qui vont leur dire « Non, il y a un problème, on va plutôt essayer de le résoudre, de vous accompagner pour que vous vous compreniez, mais on ne va pas amputer votre membre. » Il n'y a pas de lobby du côté de l'amputation des membres sains. Par contre, quand une personne arrive et dit « Bon, docteur, moi, je pense que ce pénis ne m'appartient pas. Je ne me sens pas homme, donc j'aimerais maintenant passer un corps de femme avec toute la chirurgie qui va avec. » Là, on ne va pas lui dire « Non, monsieur, vous avez un membre sain, on ne va pas le couper. » On va dire « Ah, d'accord, très bien. Bon, on vous fait la totale. » Et je trouve qu'il y a une grande différence entre les deux. Et pourtant, si on réfléchit bien, il y a quand même un lien entre ces deux troubles. Mais l'un, on peut l'appeler trouble, et l'autre, non. Et ça, c'est une question de lobbying, de certains intérêts Je le vois clairement comme ça. On peut observer le mouvement, tout ce qui est LGBTQI+, c'est énorme. Il y a une vraie influence. Alors que pour le reste, pas du tout. On n'a jamais vu de drapeau d'apotemnophilie où que ce soit. Voilà. Moi, j'en ai pas vu personnellement. Et peut-être même que ces gens qui sont atteintes de cette maladie ou de ce trouble pourraient être défavorisés par ces tendances en disant que peut-être qu'un médecin, croyant que c'est une personne en transition ou autre, pourrait se dire « Bon, finalement, vous pouvez couper votre bras, quoi. » Et là, ça desservirait peut-être son processus de guérison.
de se faire couper le bras alors que... Oui, non, je ne recommande pas ça. Ça, c'est sûr. Non, il faut que ça reste pris en charge d'un point de vue psychologique, avec un vrai accompagnement, et pas laisser ces personnes souffrir, mais pas non plus les mutiler. Après, il faut faire attention de ne pas couper le mauvais bras non plus. Non, s'il se retrouve sans aucun bras, parce que si on lui coupe le mauvais, c'est vrai qu'il lui restera celui qui le renie, et il voudra quand même le couper en finalité. Ouais. Alors, tu parlais de féminisme. Féminisme, masculinisme, effectivement, qui se développe aujourd'hui. On a effectivement des tendances assez fortes dans ce domaine. Et tu écris dans ton livre qu'il existe des paradoxes fondamentaux dans le discours féministe moderne. Quels sont ces paradoxes ? Ces paradoxes, c'est par exemple qu'on a dit aux femmes que pour s'émanciper, il fallait qu'elles quittent le foyer. Donc de nouveau, on parle d'émancipation. Quitter le foyer, mais pour aller où ? On quitte la cuisine pour le bureau, on quitte ses enfants pour un bullshit job. Voilà, c'est pas cohérent en fait. Il n'y a pas de véritable émancipation. On est quand même prisonnière quelque part. On a voulu mettre les femmes sur le marché du travail pour de bonnes raisons. Parce qu'elles vont consommer plus, parce qu'elles vont générer des impôts supplémentaires. Mais est-ce que c'était une vraie démarche bienveillante, vraiment pour les femmes, pour les familles ? Absolument pas. Alors là, je vois déjà un premier paradoxe. Après, cette émancipation de la femme sur tous les plans, y compris la sexualité, on va dire draguer comme des hommes, jouissez comme des hommes, avoir une consommation un peu Kleenex, jetable. Vous pouvez avoir autant de partenaires que vous voulez. Est-ce que c'est vraiment les femmes qui voulaient ça ? Est-ce que c'était souhaitable ? Je ne crois pas non plus. Donc, on manipule les femmes comme on l'a fait avec l'industrie du tabac. À une époque, on a utilisé justement des images de femmes qui se rebellent et qui fument. Mais, les torches de la liberté. Voilà. Pourquoi ? C'était simplement une question de consommation. Ça permettait de générer plus de revenus à l'industrie du tabac, c'est tout. C'est sûr que la moitié de la population qui ne fume pas, c'est quand même dommage. C'est ça. Voilà. Et la moitié de la population qui ne travaille pas, c'est quand même dommage aussi. Mais il n'y a pas de réelle bienveillance envers les femmes. On n'a pas fait ça pour leur bien. Elles n'étaient pas oppressées par leur mari. Alors bien sûr qu'il y a eu des cas de violence conjugale, et il y en a toujours. Bien sûr qu'il y a des maris machos, ça existe, ça a toujours existé, on est d'accord. Mais de dire que toutes les femmes du passé étaient forcément oppressées et malheureuses d'être à la maison, c'est avoir une vision bien réductrice et pas très respectueuse pour nos ancêtres. C'est vrai que aussi, les femmes qui deviennent responsables d'entreprise, par exemple, ou cadres supérieurs, souvent, j'ai l'impression, tendent à adopter des codes masculins qui sont liés à ces positions. Plutôt que d'être femme en tant que femme à ces postes, tout d'un coup, elles adoptent des codes masculins. Et ça aussi, finalement, est-ce que c'est pas une forme de dérive qu'on pourrait dire patriarcale, en tout cas Je pense que cette dérive est liée à la perte de repères, et que comme on ne sait plus très bien qui on est, on singe quelque chose. Mais je vais prendre un exemple que je connais bien, c'est celui des femmes dans la police. On a accepté les femmes dans la police, ça n'était pas le cas au début, mais parce qu'elles peuvent réellement amener quelque chose, par leur féminité. Mais ces femmes-là pensent qu'elles doivent singer les hommes et vont parfois faire dégénérer une intervention à cause de ça. J'explique. Si on intervient quelque part où la personne est un peu agitée, en colère, on a un homme et une femme dans le binôme qui intervient. Si la femme est vraiment alignée dans son rôle de femme, donc avec cette douceur naturelle qui se constate, c'est pas quelque chose de réducteur de nouveau, elle va parfois permettre justement une désescalade et faire redescendre la personne. Les femmes ont de bonnes compétences en communication et c'est justement là qu'elle peut faire la différence. Si elle arrive en voulant compenser sa petite taille et sa voix aiguë en criant plus fort, elle va faire monter la personne en symétrie et là on va avoir une escalade de la violence au lieu de permettre de désamorcer. Et ça, c'est parce qu'elles ne se sentent pas légitimes, selon ton observation, ou parce qu'il y a des injonctions, justement, à être comme un homme? Je pense que c'est plus les injonctions. C'est sois forte, débrouille-toi,
tu peux faire mieux que les hommes sont nuls. De toute façon, enfin, on entend beaucoup de choses et je pense pas que de base, les femmes, si on prend les petites filles, elles ne naissent pas en colère contre les hommes. C'est quelque chose qu'on leur inculque. Elles ont eu un père, des frères, peut-être même des petits amoureux quand elles étaient enfants. Elles ont aimé aussi des figures masculines. Et puis, petit à petit, on les a démontées, ces figures. Et puis, on leur a dit qu'elles pouvaient faire mieux et qu'elles devaient toujours essayer d'obtenir une forme d'égalité, mais simplement qu'on a confondu égalité et interchangeabilité. Alors que non, on n'est pas interchangeable. Et tu écris dans ton livre aussi que le féminisme a été instrumentalisé par les hommes, justement, alors pour des questions économiques ou autres, mais cette instrumentalisation par les hommes, c'est quelque chose que tu constates dans tous les domaines, ou c'est quand même spécifique à certaines... Bon, alors je vais quand même préciser que je ne pense pas vraiment qu'il y a une instrumentalisation. Je me dis que c'est une possibilité, et j'ai voulu l'explorer. Et si c'était ça? Et si c'était le tour le plus habile du patriarcat, pour ceux qui croient au patriarcat et qui le dénoncent tout le temps. On prend vraiment les féministes radicales qui disent « c'est la faute du patriarcat » systématiquement. Donc si tout est de la faute du patriarcat, et si votre propre lutte était manipulée par le patriarcat? Donc c'était plus une exploration. Mais partant de ce postulat, oui, on pourrait aussi voir que dans l'émancipation de la femme jusqu'au point où on a une marchandisation du corps de la femme, qui a y gagné réellement? Des hommes. Parce qu'ils vont exploiter ses corps. Si on prend par exemple le fondateur d'OnlyFans, il génère des revenus colossaux, il s'en met plein les poches, il utilise donc le corps des femmes pour s'enrichir. Et puis si on prend le marché de la prostitution, le client c'est l'homme. Donc c'est lui qui a tout à y gagner, que les femmes fassent leur empowerment en prenant justement le pouvoir sur leur corps et en ayant le droit d'utiliser leur corps comme une marchandise. Mais moi je ne vois absolument pas ça comme un progrès pour les femmes. D'ailleurs, en parlant d'OnlyFans, c'est vrai qu'aujourd'hui ça prend des proportions complètement incroyables. On pense à Bonnie Blue, effectivement, qui est la caricature. Voilà, cette femme qui a eu des rapports avec 1000 hommes dans une journée. Et aujourd'hui, effectivement, de plus en plus de femmes, de célébrités sont sur OnlyFans. Et qu'est-ce que tu penses de cette tendance? Ça révèle beaucoup de choses sur notre société, sur notre rapport à nous et à l'autre. On a souvent tendance à voir aussi uniquement le côté de la femme qui va avoir des rapports sexuels avec un grand nombre d'hommes dans la même journée. Alors c'est clair que là, je pense que cette femme, si elle n'est pas à un moment donné déconnectée de son corps, elle ne peut pas faire ça. Elle a besoin de s'échapper, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est l'autre, Lily Phillips, elle avait couché avec 100 hommes et moi j'avais vu un passage où elle s'exprimait à la caméra après l'avoir fait. Et elle avait l'air d'être totalement dissociée. Et d'ailleurs, elle disait bien ne pas se souvenir de la plupart des hommes qui sont passés sur elle. Ça n'est pas humainement possible de le faire. Ça, c'est une partie. Mais l'autre partie, c'est des hommes qui passent sur elle. Quel homme qui se respecte a envie d'être le 900e? Non, c'est pas ça, être un homme. Être un homme, c'est normalement de pouvoir séduire et de savoir aussi que la personne avec qui on va avoir un rapport a envie de nous. L'homme a aussi besoin de se sentir désiré. Mais simplement qu'aujourd'hui, qu'on a fait des hommes des parias, ils ne se sentent plus du tout reconnus. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont le droit de faire, de dire. Ils n'osent plus draguer. J'ai entendu des hommes me révéler qu'ils n'osent pas aller manger avec une collègue seule à seule. En groupe, oui, mais avec une femme seule, non, c'est peut-être avoir des ennuis. C'est extrêmement triste d'en arriver là. Et effectivement, certaines statistiques ou études montrent que, notamment chez les adolescents, il y a d'énormes problèmes à aller aborder les femmes, ou en tout cas que le nombre de rapports sexuels, ou en tout cas de relations amoureuses, tend à diminuer par rapport à il y a 30 ans chez les jeunes hommes. Donc il y a aussi une souffrance chez les hommes de cette situation. J'ai entendu aussi plusieurs témoignages d'hommes qui n'avaient pas eu la moindre tendresse pendant des années. Le jeune garçon qui grandit avec sa mère va avoir la tendresse de sa mère dans sa prime enfance. Puis après l'adolescence, c'est une période un peu plus compliquée. On va prendre ses distances avec ses parents et c'est naturel. Et puis on va chercher à avoir cette tendresse auprès d'une petite copine. Mais maintenant,
justement, c'est devenu plus compliqué, plus tendu, et les individus sont isolés. On ne sort plus autant qu'avant, on est plutôt dans sa chambre, tranché, derrière son téléphone portable. Donc on est dans des bulles très solitaires. Et c'est là que ces jeunes vont s'accrocher à des images, des femmes qui existent, justement sur ces sites comme OnlyFans, elles existent, mais ça reste virtuel. Et ils ont parfois l'impression d'entretenir une relation avec elles, parce qu'ils peuvent lui écrire, alors que ce n'est pas la fille qui répond réellement. Donc on est dans quelque chose de totalement fantasmé, mais c'est parce qu'on ne peut plus se connecter au réel. On a fui ce réel qui est menaçant, et on se retrouve donc très solitaire, avec maintenant ce manque affectif, puisqu'on n'a plus les parents pour le remplir, on n'a pas de petites copines, et des gens qui se retrouvent pendant 7 ans sans être touchés, dans une détresse immense, et on ne se rend pas compte de ça. Et on a besoin tous de tendresse, même un animal a besoin d'être caressé. Alors, est-ce qu'on pourrait vraiment souhaiter ça aux hommes? Si on ne le souhaite pas aux animaux, et de les enfermer dans une cage, pourquoi on le fait à toute une partie de la population? Et ça engendre, ce genre de solitude engendre les tendances incel, par exemple, ou ces hommes qui rejettent les femmes et les hommes qui ont des facilités avec les femmes, ou alors les mouvements masculinistes radicaux à la Andrew Tate ou autres, qui, du coup, deviennent extrêmement violents en réaction. C'est terrible. Et c'est vrai que là aussi, les écrans jouent un rôle important, parce qu'on se rend compte que les gens dorment moins. Dormir moins, c'est être aussi plus fragile psychologiquement. Les gens sont prêts à se priver de nourriture ou de sexe, mais pas d'Internet. On est devenu totalement dépendant à ça. Et là-dessus, une fois qu'on passe du temps sur les réseaux, on va être de plus en plus enfermé dans sa bulle. On va nous montrer que des contenus qui nous confirment dans nos opinions, qui nous confortent dans les choix qu'on fait, et de plus en plus de manière radicale. Alors peut-être qu'un garçon un peu paumé va commencer à regarder certains contenus, puis petit à petit, on va l'amener toujours plus loin. Et en parallèle, il va avoir de moins en moins de contact avec la gente féminine, et donc se radicaliser. Après, on en arrive à des situations où, j'ai entendu des vidéos, où l'homme qui influence dit « Bon ben, les femmes, c'est toutes des salopes, de toute façon, elles veulent pas de vous, donc la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est les exploiter. Si d'ailleurs tu n'as pas une belle montre et une belle voiture, c'est que tu as raté ta vie, c'est que tu es un loser, donc on va encore en plus les écraser, davantage ruiner leur image, et leur dire voilà, donc si tu veux réussir, mec, ce que tu dois faire, c'est t'en trouver une et l'exploiter. » Et on a comme ça l'émergence de petits Mac, maintenant, chez les très jeunes adultes, qui vont prostituer des filles mineures. Il y a une énorme augmentation, il y a eu beaucoup d'articles là-dessus en France sur la prostitution des mineurs, et c'est d'exploiter la vulnérabilité. C'est des jeunes garçons qui vont aller chercher des filles dans des foyers, des filles qui sont donc en rupture familiale, en recherche aussi d'affection. Ils vont leur faire croire qu'ils sont amoureux, et puis petit à petit les faire tomber là-dedans et les vendre. Donc oui, c'est vraiment un cercle extrêmement vicieux qu'on peut observer, qui est notamment alimenté par les écrans et par la solitude de la société, oui. Et finalement, les hommes et femmes sont perdants dans cette dynamique. Ah, il n'y a pas de gagnant, mais c'est pour ça que je dis qu'avec le wokisme, il n'y a pas de gagnant. Et qu'on a meilleur temps d'essayer de se comprendre soi-même et de comprendre les autres et de réinstaurer le dialogue. Et c'est que comme ça qu'on pourra avancer. Parce que si on continue dans la direction qu'on a prise ces dernières années, on va droit dans le mur. Il ne peut pas y avoir d'issue positive à cette fuite en avant. D'ailleurs, certaines féministes assez connues, en France notamment Elisabeth Badinter, Laure Murat, Céline Pina, ont critiqué les excès du wokisme, notamment dans sa dimension communautariste et dans le fait que finalement ça isole le combat féminin ou ça le dilue. Enfin, ça l'isole pas, ça le dilue dans une myriade de luttes différentes et que finalement la femme dans tout ça, des fois, est un peu le parent pauvre. Voilà. Notamment, il y a des exemples assez connus, mais des toilettes qui sont mixtes, en fait, pour une femme qui se retrouve avec un homme à côté dans une toilette, c'est un peu dérangeant et un peu une régression, quoi. Oui, elles ont une vision très lucide de la chose, parce qu'aujourd'hui, être une femme, ça n'est plus suffisant, vu qu'on parle d'intersectionnalité. D'être juste une femme, ça ne mériterait même pas qu'on en discute. Ça n'est plus une cause en soi, il faudrait qu'elle soit corrélée avec une autre cause, par exemple d'être lesbienne, d'être trans, d'être racisée, justement. Mais
bon, moi je ne le vois pas comme ça. Simplement qu'aujourd'hui, dans les mouvements vraiment woke, c'est ça, c'est d'être une femme, ça n'est pas intéressant. Et si tu es une femme et que tu dis « oui, mais moi j'aimerais un petit peu lutter pour les droits des femmes et je considère qu'une femme trans n'est pas une femme », on va dire « ok, donc toi t'es TERF, t'es de l'extrême droite, t'es disqualifié, c'est fini, tu n'as plus le droit d'appartenir aux luttes féministes ». Donc c'est une manière justement d'exclure les autres et de faire taire les femmes. Être une femme, ça n'est donc plus suffisant pour mériter d'avoir la parole. Une femme trans peut tout à fait être reconnue comme une femme, avoir le droit de concourir au niveau sportif, avoir le droit d'utiliser les mêmes toilettes, les mêmes vestiaires. Il y a quelques mois, une personnalité assez connue sur les réseaux sociaux dans le domaine du sport parlait d'ouvrir une salle de fitness réservée aux femmes. Au début, elle avait déclaré qu'elle accepterait les femmes trans. Et puis après réflexion, elle s'est rétractée parce qu'elle a préféré privilégier la sécurité de ses clientes en disant « oui, mais c'est vrai que le fait d'accepter une femme à pénis dans les vestiaires, ça pourrait soulever quelques problèmes. » Et elle s'est fait justement complètement disqualifier, éclatée sur les réseaux sociaux, de même que J.K. Rowling, qui est même reniée par les acteurs d'Harry Potter, qui disent « oula, la méchante là ». Elle dit qu'une femme ne peut pas avoir un pénis, c'est grave. On en arrive là. Au fond, la question, c'est quoi une femme? Une femme est déterminée par ses chromosomes, une femme est déterminée par sa capacité à enfanter. Alors on peut toujours nous sortir des exemples qui viennent contredire en disant « non, mais il y a certaines femmes qui ne peuvent pas enfanter ». Oui, certes, il y a des femmes qui sont stériles. Mais de manière globale, si on dit « qui peut enfanter », est-ce qu'un homme le peut? Non. Donc, juste de revenir à l'essentiel, une femme est déterminée par son corps et ensuite, elle peut très bien décider de ne pas vouloir exprimer sa féminité, ne pas devenir mère, ne pas porter de robe, personne ne l'oblige à le faire, mais elle restera quand même une femme et c'est assez simple de répondre à cette question, contrairement à ce que Matt Walsh a pu expérimenter. J'allais dire, il y a effectivement un documentaire de Matt Walsh sur cette question-là, enfin qui pose cette question en titre du documentaire, et on voit tout du long que énormément de monde ont de la peine à donner une définition, quoi. Parce que les gens ont peur. Il y a cette bien-pensance qui est imposée partout, où aujourd'hui, dire des choses très simples, basiques, moi j'ai pas l'impression de dire quelque chose de spécial aujourd'hui. Pourtant, certaines personnes qui vont m'écouter pourront me traiter de tous les noms, parce que j'ai osé affirmer qu'une femme ne peut pas avoir un pénis. Donc, oui, les gens n'osent pas répondre. Ils ont la réponse en eux, mais simplement, ils louvoient ou ils essayent de se cacher derrière un masque social. D'ailleurs, j'imagine que beaucoup de personnes ont dû te catégoriser à droite, extrême droite, etc. Ça, c'est des choses que tu as entendues ou qui te... Alors, pas tout à fait et pas encore. Je vais répondre ainsi. Certaines personnes qui m'ont vu en interview, dans les commentaires, ont dit « oui, mais cette dame ne sait pas de quoi elle parle parce qu'elle a l'air d'être bourgeoise, aisée. En fait, pour elle, la vie est facile, donc c'est facile de venir critiquer le wokisme alors qu'elle n'a aucune idée de ce que c'est de lutter. » Alors déjà, c'est pas vrai, parce que si ces personnes connaissaient ma vie et savaient par quoi je suis passée, elles n'oseraient pas tenir ce discours. Simplement que moi, j'ai pas envie de me cacher justement derrière le totem de victime que je brandis à tout va. J'ai plutôt envie justement d'utiliser les épreuves que j'ai vécues comme une force. Ça m'a forgé, ça m'a permis de gagner en maturité et de dépasser ça. Et de venir aujourd'hui me présenter non encombrée par ces blessures. J'ai décidé de les penser. Ça, c'est une première chose. Et puis l'autre, c'est aussi bête que de dire, par exemple, qu'un médecin gynécologue n'a pas le droit d'être gynécologue parce qu'il ne sait pas ce que c'est d'avoir un utérus. Bah, effectivement, il n'a pas d'utérus. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas connaître son sujet. Donc, on me disqualifie par rapport à ça, parfois. Mais sinon, c'est plutôt de voir que les médias qui sont trop à gauche, on va dire, eux ne vont pas me recevoir. Donc je vais être invitée, ce qui n'est pas le cas ici, pas sur la chaîne Antithèse, qui n'est ni à droite ni à gauche, mais j'ai été invitée par des médias de droite. Parce que, oui, là, il y a une catégorisation. Les personnes qu'on peut inviter et les personnes qu'on ne peut pas. J'ai l'impression qu'on est en train de me classer là-dedans.
J'espère que non, que ça n'est pas le cas et que par la suite, mon discours sera entendable aussi par la gauche, si on veut catégoriser comme ça. Moi, je vois plutôt le monde divisé entre progressisme et conservatisme. J'ai plus l'impression que c'est ça le débat et pas gauche-droite. Mais j'ai un discours qui est bienveillant tout au long du livre. Je cherche absolument pas à cliver et je trouve dommage que pour la gauche, comme on dit, ça ne soit pas entendable. Alors encore un point que je voulais aborder dans la question du féminisme, c'est les quotas, puisqu'effectivement en Suisse, depuis 2021, il y a une législation qui établit des valeurs indicatives pour les représentations féminines au sein des conseils d'administration ou des directions. C'est environ 30%, je crois, la représentation. Et qu'est-ce que tu penses de ces quotas ? Alors, d'aucuns disent que ces quotas sont nécessaires parce que sinon on n'engagerait pas les femmes. Moi, je pense que si, on est dans une société qui est tout à fait prête à laisser la place aux femmes. D'ailleurs, on le voit énormément en politique. Il n'y a pas besoin de regarder bien loin. Il y a des femmes qui dirigent. En Suisse, on a énormément de femmes qui sont conseillères d'État et conseillères fédérales. Tu as été élue toi-même d'ailleurs récemment dans la ville de Genève, je crois. Hein, oui. Au Grand Conseil. Alors, pas au Grand Conseil, moi c'est au Conseil municipal. Conseil municipal. Pour le moment, c'est que le Conseil municipal, on commence comme ça. Ça, c'était plus une opportunité de calendrier. C'est qu'en écrivant des walks, je suggérais aux gens d'essayer d'être actifs. Puisqu'on dénonce un système, qu'on dit qu'on n'est pas d'accord, restons pas chez soi en se plaignant, essayons nous-mêmes de changer les choses. Et quand je l'ai écrit, je me suis dit, il faut que je sois cohérente et que je le fasse aussi. Et c'est pour ça que j'ai posé ma candidature et que ça tombait sur le moment des élections au conseil municipal. Mais énormément de femmes donc, ont l'opportunité de réussir en politique. Dans les entreprises de base aussi, sans les quotas, on avait déjà beaucoup de femmes dirigeantes. Je ne pense pas que c'était spécialement nécessaire de nos jours de le faire, puisqu'on avait déjà amorcé un grand changement. Non, les quotas, je trouve que c'est plutôt dommage parce que ça fait que renforcer cette séparation de la société. Parce que maintenant, des hommes vont dire « Ah oui, mais de toute façon, maintenant, les femmes sont toujours avantagées, nous, on nous laisse plus notre chance, et puis t'as eu ce poste que parce qu'il y avait des quotas. » Donc, on n'a même plus l'opportunité de prouver qu'on a réussi pour nos compétences. On va tout de suite nous dire « Oh, non, mais t'as réussi parce que t'as un utérus. » Non, c'est pas pour ça que j'ai eu le poste, mais voilà, on peut toujours avoir ce doute. Je ne suis pas pour les quotas, parce que en plus, si on met des quotas pour les femmes, pourquoi ne pas en mettre pour les personnes queer aussi, comme d'ailleurs ça a été discuté en ville de Berne, sauf erreur, par les jeunes socialistes qui voulaient imposer ça. Pourquoi ne pas mettre des quotas alors en termes d'âge aussi, enfin où est-ce qu'on s'arrête et aussi on pourrait les mettre en termes de race dans ce cas. Alors il faudrait absolument avoir une représentativité de personnes de couleur. Oui, mais et si les personnes de couleur ne se présentent pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc on pourrait se retrouver avec des incompétents parce que c'est les seuls à se présenter. Et là, ça devient dangereux dans ce cas. Après, sociologiquement, on sait aussi quand même qu'il y a certaines catégories de la population qui ont plus accès à certaines formations, par exemple les universités, que d'autres. Et peut-être c'est une volonté aussi, les quotas, de se dire, OK, on va essayer de faire casser le plafond de verre pour certaines minorités ou certaines populations un peu défavorisées pour avoir accès plus facilement, par exemple, à l'université, quoi. Oui, mais l'accès à l'université, est-ce qu'il est déterminé en fonction du sexe ou en fonction de la couleur de peau, ou est-ce que c'est plutôt au niveau financier de la famille, son niveau social? Et je pense que là, on a aussi des personnes blanches. On pourrait aussi avoir ces grands méchants blancs, hétéros, cisgenres qui se retrouvent en difficulté et qui n'ont pas accès à l'université non plus. Et si on parle de la Suisse, où l'université est quasiment gratuite pour ses résidents, je veux dire, le prix d'un semestre, c'est quoi, 500 francs? C'est accessible à tous, on peut même avoir des bourses, donc il n'y a pas de frein. Et dans certaines branches de l'université, il y a énormément de femmes, elles sont ultra majoritaires, donc je pense qu'on est complètement à côté de la question, là, c'est un non-débat. C'est vrai que la question se pose particulièrement aux États-Unis, où il faut payer plusieurs dizaines de milliers de dollars pour accéder à l'Ivy League. Et effectivement, et là, il y avait effectivement aussi des quotas, notamment pour les Asiatiques ou certaines populations, pays tierces, quoi. Mais de nouveau, on est en train de reprendre à notre sauce, à notre compte, des problèmes qui concernent d'autres pays. Les États-Unis et la France ou la Suisse
Ça n'a rien à voir. Il faut arrêter de nous calquer là-dessus. Alors, une autre thématique qui est très intéressante dans ton livre, c'est la relation entre wokisme et capitalisme. Tu écris notamment que le wokisme est une forme évoluée du capitalisme. Alors ça, c'est intéressant. En quoi exactement? Parce que le capitalisme veut créer des marchés. Et donc, pour avoir accès à certains marchés, il faut créer des clients. Et le wokisme est parfait pour ça. Si on reprend la question de la transidentité, les transitions de genre, c'est un énorme marché. On va avoir des clients, ou plutôt, on va dire, des patients à vie, qui vont devoir prendre des traitements hormonaux, subir des chirurgies. C'est un marché. On va avoir une société ultra fragmentée, avec justement des femmes seules, parce que l'homme est devenu indésirable. Et là, on va avoir donc double loyer, double assurance, le couple divorce, donc il va devoir tout repayer à double, 2 voitures, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus de consommation. Alors on a tout intérêt à fragmenter la société de cette manière-là. Le wokisme, comment est-ce qu'il a eu ces caisses de résonance-là? Ce n'est pas que les médias qui ont joué un rôle, c'est aussi les grandes fondations comme la fondation Ford ou celle de George Soros. On a donc des fondations qui mettent un paquet d'argent, et ça se compte en milliards, pour financer des petites causes. Par exemple, pour financer les femmes noires lesbiennes d'Ohio. Je prends quelque chose au hasard, mais on est vraiment là-dedans. Qu'est-ce qu'on veut leur proposer? Simplement d'avoir plus de visibilité, de faire des campagnes pour dire oui, on manque d'inclusion, etc., etc. C'est juste leur donner les moyens d'être visibles. Mais dans les actions concrètes, honnêtement, il n'y a rien. Mais on injecte des milliards là-dedans au lieu de s'intéresser aux vraies souffrances du monde. Et je pense qu'il n'y a qu'à regarder ce qui se passe autour de nous pour voir à quel point on a des pays qui sont en guerre, des gens qui souffrent réellement. Est-ce qu'on pourrait changer quelque chose là-bas avec ces milliards? Probablement. Mais ça, on ne s'y intéresse pas. Par contre, de dire que les femmes métisses et cul-de-jatte sont un problème, alors là, oui, on va leur donner de l'argent juste pour qu'elles puissent faire des campagnes d'affichage et dire oui, j'existe. Donc, on a un wokisme qui est ultra financé par ces grosses fondations. C'est ce qu'on appelle le philanthrocapitalisme. Donc, on a des non-élus, parce qu'il ne faut pas oublier que personne n'a élu ces gens. Ils ont en général leur fondation aux États-Unis. Pourtant, ils s'intéressent à ce qui se passe dans le monde entier. Ils vont donner de l'argent en France, ils vont donner de l'argent en Suisse, en Belgique, partout. Et ils ont une énorme influence. Alors là, on ne parle plus du tout de politique, on est au-dessus. Et pourtant, justement, ça va descendre dans toutes les couches de la société et influencer concrètement les décisions qui sont prises. Sans ces entreprises-là, sans ces fondations, le wokisme serait resté quelque chose de beaucoup plus anecdotique et donc qui nous impacterait moins aujourd'hui. Et le lien est là, c'est qu'en fait, le wokisme, pour croître, a besoin d'argent et que ces fondations ont tout intérêt à ce que le wokisme puisse croître, parce que déjà ça redore leur image. Et si on prend la fondation Ford, je ne pense pas qu'Henry Ford a eu une si belle image que ça. Il était assez antisémite, effectivement. Voilà. Il a participé à l'effort de guerre dans la Seconde Guerre mondiale. Donc tout à coup, on a cette fondation maintenant qui vient œuvrer pour la justice sociale. Mais c'est juste une façade, c'est un joli vernis. Mais derrière, c'est toujours la même chose. C'est le profit. Une bonne image va générer plus de profit. C'est les critères ESG, effectivement. Exactement. Donc, je vois vraiment ce lien et il y a une contradiction finalement parce que les personnes qui dénoncent le wokisme et qui voient tout comme une lutte entre oppresseurs et oppressés passent vraiment à côté de la vraie question. C'est est-ce que ces gens-là nous veulent du bien? Est-ce que ce ne sont pas eux-mêmes des oppresseurs qui se trouvent à la tête de ces fondations? Tiens, de nouveau des méchants hommes blancs hétéros cisgenres. Pourtant, on n'a pas de problème à prendre leur argent. Et là, on ne les critique pas. On ne mord pas la main qui nous nourrit. Donc, œillère, on occulte ça. Et si on prend un autre problème qu'il y a eu aux États-Unis, la crise des opioïdes, on a par contre eu une décision plus cohérente parce qu'une fondation
qui a été créé justement par cette industrie pharmaceutique, finançait des musées, et les musées ont commencé à refuser l'argent qui venait de là, en disant non, cet argent, on n'en veut pas. Donc ça, au moins, c'est cohérent. Le wokisme n'est pas cohérent, mais à tous les niveaux, y compris celui-ci. Et on peut même se demander si peut-être ces intérêts économiques, alliés à des intérêts politiques, ne financent pas ces mouvements pour diluer les luttes et faire en sorte que certaines revendications légitimes concernant leur fonctionnement ou leurs agissements ne s'expriment pas et soient finalement détournées au profit d'autres thématiques qui sont finalement peut-être moins dangereuses pour elles. Ah, clairement, c'est ça. C'est agiter un drapeau pour attirer notre attention et nous détourner des vrais problèmes. Complètement. Je suis bien d'accord avec ça. Et on devrait se poser plus de questions au niveau politique parce que ces fondations et ces personnes complètement hors sol qui ont un pouvoir énorme de décision, d'influence sur l'agenda des pays, on devrait se demander pourquoi elles le font et est-ce qu'on a vraiment envie de les suivre? Ou est-ce que chaque pays devrait être davantage souverain et décider pour lui-même? Du coup, quels sont pour vous les vrais problèmes? Les vrais problèmes, c'est qu'encore aujourd'hui, dans certains pays, les gens n'aient pas accès à l'eau potable. Ça, c'est un problème. Que tout le monde ne puisse pas manger à sa faim, alors qu'au niveau des ressources planétaires, on aurait réellement de quoi. Qu'on parle de pays en voie de développement, comme si le développement était la seule issue souhaitable, alors que ici, on va nous dire plutôt non, mais il faut faire attention, il faut trier les déchets, il ne faut pas prendre l'avion. Mais c'est n'importe quoi. On cherche à culpabiliser les gens d'un côté, puis d'un autre côté, on est pour un développement dans d'autres pays, comme si notre modèle était le bon modèle. On est dans une schizophrénie sociétale totale. Donc pour moi, le vrai problème, c'est d'arrêter d'être schizophrène, de revenir à plus de cohérence et de regarder où est-ce qu'il y a réellement des personnes qui souffrent et de réelles discriminations. Dans certains pays, la discrimination existe encore entre hommes et femmes. Par exemple, certaines femmes n'ont pas le droit de sortir seules, d'aller à l'école. Mais ça, on s'en fiche. Genre ça, on ne va pas le regarder. Mais par contre, chez nous, le moindre petit problème est passé au microscope et amplifié fois 1000. Donc, on a des problèmes de petits privilégiés, finalement. Et je pense que c'est pour ça qu'on se permet à ce point-là de se regarder le nombril et on ne veut pas regarder ce qui se passe ailleurs. Voilà. Donc on prend n'importe quelle cause et on la fait nôtre pour se sentir exister, pour se sentir utile. Mais comme finalement on se sentirait trop impuissant à œuvrer réellement là où c'est nécessaire, on ne regarde pas là-bas, on ne regarde pas dans cette direction. La question des guerres est aussi assez intéressante puisque notamment en Ukraine, par exemple, là, les partis de gauche, notamment, n'étaient pas très critiques concernant cette guerre. Alors, il y avait aussi, alors que c'est quand même un problème, et historiquement, la gauche est plutôt anti-guerre. Et donc là, on a aussi, effectivement, peut-être un problème d'orientation des luttes. Oui, mais qu'est-ce que c'est la gauche aujourd'hui? Est-ce qu'elle existe encore vraiment, la vraie gauche? Vaste question. Ouais, j'ai pas l'impression. Je crois qu'elle est elle-même complètement diluée, divisée dans ces luttes sociétales et elle s'intéresse plus aux vrais problèmes sociaux. Dans ton livre, tu mentionnes les Rainbow Cities. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas idée ou ne savent pas ce que c'est. Et qu'est-ce qui est derrière? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ça? Alors, les Rainbow Cities, Genève en fait partie, c'est l'exemple que je connais le mieux. Et en fait, c'est un regroupement de villes un peu partout en Europe qui œuvrent pour la diversité, pour l'inclusion des personnes LGBT. C'est pour faire joli surtout, et j'ai l'impression que c'est surtout pour gagner des points. Pour dire, voilà, regardez à quel point nous sommes progressistes, nous sommes inclusifs. C'est juste pour se faire bien voir. De nouveau, on est dans des financements un peu opaques qui viennent de ces mêmes fondations que nous avons évoquées avant et qui imposent un agenda. On a également l'agenda de l'ONU, à part ça, rien que ça, qui met aussi des critères précis dans
la question des personnes LGBT. Donc on veut toujours aller vers le mieux, mais des fois le mieux est l'ennemi du bien. Donc on a un peu ces rainbow cities qui sont, oui, voilà, influencées par plus haut, par extérieur, et qui imposent dans les villes certains critères pour pouvoir se dire inclusive. Et donc là, ça part des États-Unis aussi, quoi. C'est New York, la ville modèle, ou c'est... Oui, ça part des États-Unis. Ça part toujours des États-Unis. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. On dit wokisme, on ne va pas aller chercher en Afrique. Clairement pas. D'ailleurs, c'est comment dire, une thématique assez occidentale, parce que finalement, dans la plupart des autres régions du monde, que ce soit l'Asie, l'Afrique, l'Inde, l'Amérique du Sud, j'ai l'impression que ce n'est pas une thématique centrale, et ça fait plutôt rire, j'imagine, ces populations, plus qu'autre chose, quoi. Oui, bah, ça fait rire. Les quelques Africains avec qui j'en ai parlé ont dit « Quoi ? Mais c'est quoi ce délire ?» Mais par contre, on remarque qu'on essaye de nous l'imposer aussi, puisque l'Occident est le modèle et qu'il a ce côté tellement paternaliste, il sait mieux que tout le monde. On va aller aussi prêcher la bonne parole en Afrique pour leur dire « Mais vous savez pas ce qui est juste et ce qui est bien. Donc, vous devriez aussi organiser des prides et là, il dit, mais non, enfin, on veut pas de votre truc. Regardez à quel point vous êtes décadent en Occident. Pourquoi est-ce qu'on devrait vous suivre ? Enfin, voilà, chacun ses problèmes. Et je pense que c'est bien d'arrêter de vouloir imposer aux autres nos modèles et avoir l'impression qu'on sait mieux que tout le monde. Tu as écrit, il y a quelque temps, un article, une enquête sur le mouvement drag queen. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et quelles sont les ambitions derrière ce mouvement, notamment en lien à Judith Butler, Gayle Rubin et ces personnes-là? Oui, j'ai écrit cet article avant d'écrire mon livre, et au moment où j'ai commencé, je ne savais pas où je mettais les pieds. C'est né de simplement une lecture à laquelle j'ai assisté. Alors bon, j'étais curieuse, je me suis dit c'est bizarre quand même ces lectures de contes par des drag queens organisées pour les enfants. Je suis allée assister à une organisée au musée d'ethnographie, et là on avait deux créatures, à Genève, donc, ouais. Oui, à Genève, deux créatures déguisées en sirènes, enfin un sirin et une sirène, qui faisaient quand même plutôt peur, honnêtement, c'était pas très joli à voir, et qui étaient super glauques, on dirait qu'elles étaient en lendemain de cuite, avec la voix complètement rauque, et qui interpellaient les enfants qui étaient présents, des enfants tout petits, entre 4 et 8 ans, et qui les interpellaient, qui sortaient de l'histoire un instant pour leur poser des questions. L'une des histoires, c'était un enfant qui peut être ce qu'il veut. En fait, il n'est pas déterminé. C'est une fille ou un garçon, on ne sait pas. Il a des écailles, des feuilles, des paillettes, des plumes. Voilà. Il est ce qu'il veut. Et cet enfant commence à aller à l'école, et à l'école, on lui demande « Mais qu'est-ce que tu es ? Est-ce que tu es une fille ou un garçon ?» Et donc, à ce moment-là, les conteurs sortent de l'histoire et disent « N'est-ce pas, les enfants ? C'est méchant de lui demander si c'est une fille ou un garçon. » Comment les enfants peuvent accueillir une phrase pareille ? Comment ça, c'est méchant de demander si c'est une fille ou un garçon ? Ça fait partie des basiques. Donc, les histoires qui étaient lues par ces drag queens n'étaient pas anodines du tout, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire. Parce qu'il y a eu d'autres articles où on demandait, par exemple, à Tralalalita, « Ah, mais à votre avis, pourquoi est-ce que les gens sont contre ?» Puis là, le drag queen qui disait « Je ne comprends pas pourquoi les gens sont contre. C'est rien de mal. On lit juste des contes. » Non, les contes sont choisis exprès en faisant passer justement un message qui permet aux enfants de remettre en question l'identité de genre. L'autre histoire, c'était Julian est une sirène, et c'était un garçon qui s'identifiait à une sirène. Voilà. Donc en fait, le réel n'existe pas. Les enfants, vous pouvez vous identifier à ce que vous voulez, même à quelque chose de non humain. Et donc en commençant à enquêter par là, d'ailleurs on n'a pas voulu répondre à mes questions. Pourquoi vous organisez ça ? Silence. Et je me suis rendu compte que tout ce mouvement qui vient des États-Unis, les Drag Queen Story Hour, vient d'un personnage qui a voulu en fait enseigner le mouvement queer aux enfants. Alors déjà, c'est vrai que qu'est-ce que c'est être queer ? C'est déjà très compliqué à comprendre pour les adultes. Alors si on veut que ça soit bien intégré, on a tout intérêt à commencer au berceau. Alors aux enfants, on va leur dire qu'il existe autant de genres que d'étoiles dans le ciel. Ça fait partie de la pédagogie, et on va leur permettre de suivre cette question queer au travers des âges, avec des livres adaptés en fonction de leur âge. Et il faut vraiment
les cueillir très tôt pour les sortir de la famille nucléaire, les sortir du modèle bourgeois parental d'un homme, une femme qui se marient et font des enfants. Et dans tout ça, on a eu effectivement Butler, notamment, qui déconstruit les rôles de genre, et ça fait partie de tout ce mouvement. Elles sont venues se greffer après à la French Theory, et ces questions-là, où on n'a que des gens, il faut le savoir, qui étaient eux-mêmes décadents, qui rentraient là-dedans. Et si on prend Foucault, qui est toujours mentionné, c'était ça, il avait une vie sexuelle totalement dépravée, mais on va l'ériger en modèle. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que, par exemple, Judith Butler ou Gail Rubin ont des agendas de déconstruction du modèle familial, effectivement, et qu'ils prônent pour se faire des pratiques sexuelles qui, si on le dit comme ça, sans contexte de ces contes, de ces séances pour les enfants, paraîtraient totalement déviantes, quoi. C'est la scatophilie, c'est ce genre de choses, quoi. Oui, ah oui, non mais on va jusqu'à la zoophilie où certaines de ces grandes intellectuelles révèlent dans leurs écrits comment elles roulent des pelles à leurs chiens. On a aussi une volonté de rendre égales toutes les pratiques, y compris la pédophilie, en nous disant oui, mais si c'est consenti, c'est ok. Mais comment on peut avoir le consentement d'un enfant? Est-ce que l'enfant lui-même sait ce qui est bon pour lui? Non, et c'est pour ça qu'on protège les enfants. Alors, il faut faire très attention quand on met les pieds là-dedans, préserver les enfants le plus longtemps possible et ne pas les soumettre à une pédagogie queer qui veut effectivement réhabiliter toutes les déviances sexuelles. Je ne vois pas l'intérêt de soumettre les enfants à ça. C'est intéressant quand même de voir que la pédophilie et l'inceste sont quand même des pratiques qui ont de la peine, enfin qui n'ont pas réussi à passer le cap de l'admissible. C'est, je crois, Emmanuel Todd qui disait ça dans son livre, que parmi l'évolution occidentale et ce progressisme, la pédophilie et l'inceste ont toujours été dans l'histoire de l'humanité des interdits et qu'elles tendent à l'être encore aujourd'hui malgré ces évolutions qui visent à tout déconstruire. Il y a eu plusieurs tentatives de faire accepter la pédophilie. Je pense qu'on est en train gentiment d'y arriver. Il y a eu plusieurs tentatives à l'époque de ces Rubin, Foucault, etc. Est-ce qu'on y est arrivé? Partiellement. On a quand même eu des articles dans Libération, avec des tribunes qui tendaient vers ça, avec des images choquantes d'un enfant qui tient un énorme pénis, et ça c'était tout à fait normal dans certains articles. Donc on a eu un chemin progressif, ça a pris du temps, mais aujourd'hui, quand j'évoquais avant la prostitution des mineurs, parfois ces mineurs ont 12 ans. Ça se voit que c'est des petites filles. On ne peut pas nous faire croire, quand un client adulte arrive et se retrouve face à elles, ou parfois elles sont même dans un t-shirt avec Cendrillon dessus, et dire non, elle est majeure. Donc c'est une manière de mettre une autre étiquette sur la pédophilie. On ne dit pas pédophilie, on dit prostitution des mineurs. Mais c'est la même chose. Et ça, certaines personnes le voient comme étant normal. Donc oui, j'ai l'impression que, notamment quand on enseigne aux enfants dans les cours d'éducation sexuelle, cette notion du consentement, on sème aussi une petite graine dans leur tête. On ne peut pas juste dire « oui, alors c'est ton corps, mais tu as le droit de l'explorer, etc. » et puis leur dire « attention, tu ne dois pas être touché par un adulte. » et « ah, mais pourquoi ?» Et parfois, en fait, justement, ça va amener le jeune à se poser des questions qu'il ne se serait pas posées et ouvrir une brèche quelque part. Il faut faire extrêmement attention à ce qu'on dit aux enfants. Il faut vraiment bien choisir ses mots, il faut les peser. Et là, ce qu'on est en train de faire avec souvent des idéologues qui enseignent l'éducation sexuelle, parce qu'il faut bien voir de qui il s'agit, et ce n'est pas des psychologues qui vont dans les classes, c'est des personnes qui sont envoyées par des institutions qui sont eux-mêmes woke. On est en train de normaliser tout ça. Donc j'ai l'impression que le glissement que nous sommes en train de faire est l'aboutissement finalement à cette autorisation de la pédophilie. Et toi maintenant, quels seraient tes conseils, recommandations? Alors on ne va pas faire non plus un cours de... alors tu le fais dans ton livre, hein, il y a 21 détoxifiants, comme tu le dis, mais concrètement, toi qui es aussi mère de famille, qu'est-ce que tu préconises pour les enfants aujourd'hui, ou en tout cas pour les parents qui aimeraient peut-être
ne pas rentrer dans ce cadre-là ou faire différemment, sans peut-être rentrer dans un traditionnalisme comme les tradwives, par exemple, qui est un mouvement aussi qui existe maintenant. Oui, c'est pas le but de devenir une tradwife. Pourquoi pas, hein, si la personne se sent à l'aise là-dedans, mais je dirais que là, parfois, avec elle, on est un peu dans une espèce de cosplay rétro. C'est pas nécessaire. Faut juste être à l'aise avec son image et avec soi. Et pour les parents qui ne savent pas comment réagir, eh bien, c'est simplement de parler à son enfant, s'intéresser à lui. Parce que des fois, il rentre à la maison, il a vécu des choses à l'école et on ne lui pose même pas la question de ce qu'il a vécu. Comment s'est passée ta journée? C'est juste des basiques, mais on est tellement surmené, tellement à 1000 à l'heure qu'on ne prend plus le temps de faire ça. Et que beaucoup de gens mangent devant la télévision. Donc, ils n'ont pas de moment d'échange avec leurs enfants. Donc, de lui demander, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as retenu? Est-ce qu'il y a eu des éléments positifs, négatifs? Ça permet de savoir, par exemple, que l'enfant a visité une exposition sur la Genève coloniale. Et que dans cette exposition, on lui a dit que les Blancs étaient méchants. Et que c'était des méchants esclavagistes. Ça t'est arrivé? Ça m'est arrivé. Et si on ne prend pas le temps de parler de ça, on ne sait pas ce qu'on est en train de mettre dans la tête de notre enfant. Et là, ça m'a permis, puisque c'est du vécu, d'aller revoir l'exposition avec ma fille et d'y amener mon commentaire en tant que mère. Je ne vais pas laisser l'école lui remplir la tête de tout et n'importe quoi. L'école doit lui apprendre les maths, le français, l'histoire, sans être dans une histoire révisionniste, je l'espère. Et mon rôle en tant que mère, c'est d'amener l'éducation. Donc il y a vraiment l'instruction et l'éducation, il faut bien séparer ça. Et si on donne tout le pouvoir à l'école, alors on n'est plus maître de l'éducation de ses enfants. Donc c'est juste le dialogue de base, même si on est fatigué, ça prend pas forcément longtemps, juste 10 minutes, d'être vraiment là pour son enfant pendant ce temps-là. Et si on réinstaure le dialogue avec nos enfants, avec notre conjoint, avec nos amis, eh bien, on pourra débloquer beaucoup de choses. Léna Ray, nous arrivons au terme de cet entretien. Alors, on a l'habitude de terminer avec une carte blanche pour nos invités, donc si tu as quelque chose à ajouter. Bon, c'est de revenir à plus de bienveillance, moi je crois que c'est le mot. Parce que quand on dit que traiter les autres de woke, c'est les disqualifier, je ne pense pas, mais d'essayer de les comprendre, ça reste important. Tout comme on va essayer aussi de disqualifier dans l'autre sens en traitant tout de suite les gens de fachos. C'est une manière de disqualifier, mais on n'essaye pas de comprendre ce qu'il y a derrière l'intention de la personne. Et c'est de nouveau le dialogue. Comme je l'ai dit juste avant, je me répète, mais je pense que c'est important aujourd'hui de le marteler et de répéter les choses les plus élémentaires, donc se parler. Et si on arrive à plus de bienveillance, déjà envers soi et envers les autres, on arrivera à une société un peu plus pacifiée et un peu moins malade. Et à commencer par ça, je pense que c'est déjà pas mal. Et puis pour le reste, je ne peux que suggérer aux gens de se déwoxifier puisque le wokisme, pour moi, est une maladie qui a commencé par une volonté de bien faire. J'espère que vraiment la volonté de base, c'était ça. Et puis qu'elle est complètement partie en roue libre et qu'aujourd'hui, on a juste besoin de stopper un instant, faire le vide, parce qu'on est dans une société de brouhaha complet. Juste se retrouver avec soi, savoir qui on est, se recentrer, parler avec les autres et regarder dans la même direction au lieu d'être à tout moment clivé et de ne pas vouloir se reconnecter. Je pense que pour moi, c'est la base. Léna Ray, merci pour cet entretien. Merci à vous.